Tout commence le 12 avril 1967, dans le Maryland, plus précisément à Potomac, aux États-Unis. Un enfant du nom de Timothy D. Sweeney naît, aussi appelé Tim Sweeney. Et vous allez le voir, c'est vraiment pas n'importe qui. Vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va voir l'histoire de Epic Games et de son créateur, Tim Sweeney. Commençons sans plus tarder, avec le cadre familial. Il naît avec deux grands frères, sa mère ainsi que son père. Plus tard, lorsque le frère aîné de Tim Sweeney travaillait dans une startup en Californie, Tim est parti lui rendre visite. Son frère, lui, possédait un ordinateur IBM sur lequel Tim a passé tout le voyage à essayer de comprendre comment il fonctionnait. C'est là qu'on voit les prémices de Tim Sweeney avec l'informatique. Tim Sweeney et l'informatique, c'est vraiment une grande histoire. Un peu plus tard, il a obtenu un ordinateur Apple II, qu'il a obtenu via son frère aîné justement. Avec cet ordinateur-là, il passait encore plus de temps à programmer. Et cette fois-ci, à programmer des jeux vidéo. Cette curiosité pour la tech n'est pas née avec les ordinateurs, mais avec une tondeuse. Tim Sweeney raconte qu'il aurait démonté une tondeuse à l'âge de 6-7 ans. Franchement, à 6-7 ans, j'aurais fait ça, je me serais fait enculer. Bref, il a aussi affirmé qu'il trouvait que les jeux vidéo contenaient le même schéma, c'est-à-dire un assemblage de mécaniques qu'on peut démonter et remonter comme l'on souhaite. Ça, le frérot, je sais pas de quoi il parle, hein. Entre Unreal Engine et une Parkside, il n'y a rien à voir. Après, lui, il a 5 milliards d'euros et moi, 20 euros, quoi. Donc, Il affirme aussi avoir passé plus de 10 000 heures sur ce fameux Apple II, où il aurait terminé plusieurs jeux qu'il n'a jamais osé publier parce qu'il était beaucoup trop timide. Et à 15 ans, ce fou, il fait une entreprise de tonte de pelouse. Le frérot, depuis qu'il a 6 ans, ne veut pas lâcher sa Parkside, c'est une singerie. Enfin bref, on fait un bond dans le temps. Lorsqu'il arrive à l'université, celle de Maryland, pour faire des études en ingénierie, il programme un éditeur de texte, car il n'aimait pas le langage Pascal. Et ça, je comprends, frère, c'est quoi? C'est pas beau, frère, c'est pas beau, c'est pas beau. Finalement, il va transformer l'éditeur en un outil de création de jeux vidéo, qui va donner naissance à un jeu. Un jeu qui va être la base de tout ce qui va suivre. Ce jeu, c'est ZZT. Ouais, le nom, c'est vraiment pas ouf. Mais c'est déjà ça. Il publie ce jeu sous le nom de Potomac System, qu'il va renommer en Epic Mega Games. Sûrement parce qu'il trouvait ça plus pro. Non, toujours pas. ZZT va être un succès. Alors attention, un succès à son échelle. Il va d'abord partager son jeu à ses amis de l'université, puis aux gens de son quartier. Il va très vite flairer le filon. Il va alors s'approcher de Scott Miller, un nom qui vous dit sûrement quelque chose car à ce moment-là il était chez Apogee Software. Il va le contacter pour vendre son jeu à des joueurs sur un modèle de shareware. Le shareware, c'est un modèle économique encore utilisé aujourd'hui avec Life is Strange par exemple. Ce modèle économique permet aux joueurs de pouvoir tester une certaine partie du jeu gratuitement, puis de le faire payer pour le jeu complet. Pour ZZT, Tim va décider de le vendre aux alentours des 100$. Et c'est ici que Tim décide de se tourner vers l'industrie du jeu vidéo pour son avenir, au lieu de continuer l'ingé. Et vous savez à quel point ce choix a été l'un, si ce n'est le plus important de toute sa vie. Après le succès de ZZT et sa reconversion en tant que développeur, Tim ne perd pas une seule seconde et continue sur sa lancée avec le prochain jeu qu'il va nommer Deal of the Jungle. Le premier épisode, car oui, on est toujours sur du shareware cette fois-ci avec 3 épisodes, sort en juin 92, qui est bien sûr gratuit, suivi des 2 autres payants. Le jeu a tout autant été un succès pour Tim. Et contrairement à ZZT, cette fois-ci, il rassemble une équipe de 4 personnes pour l'aider à finir le jeu. Suite à ce jeu, Tim Sweeney va chercher Mark Crane, qui venait d'être licencié de chez id Software. Et putain comment Tim il a dû se frotter les mains, parce que id Software c'est littéralement les gens derrière Wolfenstein et le phénomène Doom. Retenez bien ce nom, id Software, on y reviendra dans quelques temps. Mark a été un élément important pour la croissance et la gestion d'Epic Mega Games. Entre temps, Tim n'a pas eu son diplôme, et bon, on s'en fout un peu, il y a plus important, comme les prémices de l'Unreal Engine, rien que ça. Tim est en train de développer son propre moteur de jeu. Mais avant qu'on parle de l'Unreal Engine, j'ai bypass, un élément qui mérite qu'on le place ici. Tim Sweeney et sa boîte Epic Mega Games ont commencé à éditer des jeux vidéo, comme Jazz Jackrabbit, qui est un jeu de plateforme où on incarne Jazz Jackrabbit, justement, un lièvre vert qui se bat contre un certain Devon Shell, qui est son pire ennemi dans les jeux vidéo. Oui, dans les jeux vidéo, parce qu'il y en a eu 2. Le premier étant sorti en 1994 sur MS-DOS. Et pour ceux qui se demandent, MS-DOS c'est l'ancêtre de Windows. Bref, donc après cette courte période d'édition, Tim va travailler sur l'Unreal Engine. Et ce, dès 1995 pour ses débuts en public le 22 mai 1998 avec l'Unreal Engine 1. Et le jeu qui va introduire ce moteur s'appelle Unreal. Ce jeu a littéralement rivalisé, voire surpassé son grand rival, id Software. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas hein? Parce que je vous avais dit de vous en souvenir parce que tout à l'heure Donc Tim avec Unreal rivalise avec le jeu en vogue et successeur du grand Doom, Quake, sorti 2 ans auparavant, le 22 juin 1996. Il suit la recette de Doom et celle d'id Software, c'est-à-dire des FPS rapides, nerveux et extrêmement violents. Unreal lui reprend la formule en l'améliorant, et pour l'époque Unreal c'est une claque visuelle et technique. Et c'est un énorme carton. C'est tellement un succès que Tim Sweeney et son équipe prennent Epic Mega Games pour déménager en Caroline du Nord en 1999. C'est bon, c'est parti. Tim Sweeney est vraiment lancé dans l'industrie du jeu vidéo et est prêt pour tout détruire. Par la même occasion, Tim Sweeney décide de changer le nom de l'entreprise.
Epic Mega Games devient donc Epic Games. Et franchement, ce nom a une force incroyable. Juste après ce changement vient la suite online de Unreal. Voici Unreal Tournament en novembre 1999. Et encore une fois, Epic Games et Team Sweeney prouvent que l'Unreal Engine c'est l'avenir. Et justement, en parlant d'Unreal Engine et de l'avenir, Team Sweeney se dit qu'il serait bien de mettre à niveau l'Unreal Engine. Il veut conserver cette place en tant que leader des graphismes à cette époque. Et c'est en 2002 que sort l'Unreal Engine 2. Ce moteur n'est pas destiné uniquement aux jeux PC, mais cette fois-ci à entrer sur le marché des jeux consoles, notamment celle de la Xbox et de la PS2. Et oui, Xbox venait d'entrer dans le marché des consoles à cette époque-là. Et pour promouvoir l'Unreal Engine 2, qui d'autre que le jeu avec qui tout a commencé? Enfin plus ou moins. Voici Unreal Tournament 2003, sorti en 2003, logiquement. Puis Unreal Tournament 2004, qui pour certains est la base de tout ce qu'on a dans les FPS de nos jours. Des voitures, une carte assez vaste pour l'époque, bref, Epic Games montre de quoi ils sont capables. Mais il n'y a pas que Epic qui fait des jeux avec l'Unreal Engine 2. Et oui, Splinter Cell par Ubisoft, BioShock qui débute, ou même Star Wars Republic of Commando, pour ne citer que. Et Team, il va vraiment pas chômer. 2 ans après Unreal Engine 2, Team annonce l'Unreal Engine 3 en 2004 à la Game Developer Conference. Et bien évidemment annoncé au grand public à l'E3 2005 pour une sortie en 2006, avec comme ambassadeur Gears of War le 7 novembre 2006. Chargez les armes! Les dégâts Alpha nous attend! En formation! Et franchement, quel jeu pour 2006, c'est tout autant une claque que l'était Unreal à sa sortie, mais cette fois amplifiée, avec une sortie sur la console qui a failli détrôner le géant Sony, la Xbox 360. Petit fun fact, mais Epic Games a forcé pour que la console utilise 512 mégaoctets de RAM au lieu des 256 prévus. Epic Games est directement allé montrer à la grosse firme américaine que les jeux seraient bridés, dont ce fameux phénomène Gears of War, qui s'écoulera à plus de 6 millions d'exemplaires. Et ce, uniquement pour la 360. Le jeu aura un portage un an après sur PC avec autour du million de ventes. 7 millions au total pour une nouvelle licence et à l'époque c'est juste énorme. Pour Gears of War, Team a décidé de vendre sa licence directement à Microsoft. Et la suite de Gears of War, c'est une trilogie PC et sur Xbox. En 2010, Team a rencontré Steve Jobs sur son chemin pour proposer un jeu mobile sur iOS, nommé Infinity Blade. Et suite à ce premier opus, 2 autres arriveront pour former une trilogie. Tout allait bien pour Epic Games jusqu'à 2012. Team Sweeney décide de vendre 40% des parts d'Epic Games à Tencent. Tencent, c'est un géant chinois. Ils sont absolument sur toutes les applications chinoises et accessoirement très proches du gouvernement chinois, ce qui leur permet d'établir plus ou moins un monopole dans le pays sans que le pays ne se mette en travers. Tencent, c'est une holding créée en 1998 à Shenzhen, une zone économique stratégique en Chine. Ils sont focalisés sur le marché d'internet et si on veut résumer en bref, vous connaissez sûrement leur première app à succès, QQ, et c'est notamment eux qui ont racheté Riot Games en 2011 à hauteur de 100% des parts. Donc en gros maintenant Riot Games ça appartient à Tencent. Et ils ont payé près de 350 millions de dollars pour aujourd'hui une valorisation qui atteint les 3 milliards de dollars. C'est avec Riot que Tencent commence à être très présent sur le marché des jeux vidéo occidental. D'ailleurs j'en profite, si vous voulez une vidéo entièrement dédiée à Tencent, vous me le dites dans les commentaires et je vous la ferai avec grand plaisir. On revient donc en 2012 où Team cède 40% de ses parts d'Epic Games à Tencent, et ce pour une valeur d'environ 260 millions de dollars. Une bouchée de pain quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, mais n'allons pas trop vite. En 2014, Steam dévoile probablement l'un des plus grands moteurs de l'industrie, pas juste une amélioration, une putain de révolution. Et ce sentiment est amplifié parce qu'on voit ce logo partout depuis 2015. Je veux bien évidemment parler de l'Unreal Engine 4. Team va s'apprêter à dévoiler l'Unreal Engine 4 et c'est vraiment une putain de dinguerie. Le moteur sera d'abord sous forme d'abonnement, mais ça va très vite changer car en 2015 justement le moteur devient gratuit. Gratuit à condition de donner 5% à chaque vente si le jeu générait plus de 3000 $. Et on va voir plus tard que ça va encore changer. Sous ce moteur, il a que des jeux cultes. Environ 30% des jeux sortis à l'ère de l'Unreal Engine 4 étaient sous Unreal Engine 4. Vous pouvez penser que c'est faible, mais dites-vous qu'avant, les gens utilisaient des moteurs propriétaires. C'est-à-dire des moteurs qui étaient créés spécialement pour le jeu vidéo ou pour le développeur. L'arrivée d'Unreal Engine 4 a été un sérieux succès. À la même époque, il y avait aussi Unity, qui lui était 100% gratuit, sur lequel les petits devs qui plus nombreux préféraient se retourner pour ne pas avoir à payer quoi que ce soit. C'est aussi pourquoi la part des jeux sous Unreal Engine 4 peut vous paraître si faible. Bon, je pense qu'il est enfin temps d'en parler.
On arrive au moment de la vidéo que tout le monde attend. Je vais pas vous parler d'un jeu vidéo, je vais vous parler d'un phénomène, d'un jeu tellement puissant qu'il a éclipsé les originaux. On va parler d'un jeu que même ton père connaît. On va parler d'un jeu tellement puissant qu'une maintenance de 3 jours a fait paniquer des millions de joueurs dans le monde entier jusqu'à en faire des reportages sur BFM TV, la chaîne des racistes là. On va parler d'un jeu que même les footballeurs copient. On va bien évidemment parler de Fortnite. Commence en 2011. Et oui, enfin en 2011, c'est la trace la plus vieille qu'on a du jeu, parce que le jeu peut être encore plus ancien que ça. À l'époque, c'était encore basé sur l'Unreal Engine 3, et le jeu a été présenté au Spike Video Game Awards, sous la forme de ce trailer. Hey, put the camera down, man. It's showtime. All right, clear! Grab what you can! Hey, we got some good stuff, man. Hurry up, help me walk, man. Come on, we gotta go. Do something awesome. Turn on the generator! Oh, here they come! The generators now! Et ça ressemble plus à un Resident Evil où on peut construire qu'à autre chose. Le jeu s'inspire grandement de Minecraft, du moins pour l'époque. Et c'est compréhensif quand on voit le succès de ce même jeu. Malheureusement, si aujourd'hui on sait que le jeu est sorti en 2017, c'est qu'entre 2011 et 2017, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et vraiment pas dans le bon sens. On en a déjà parlé, mais l'arrivée de Tencent a vraiment ralenti le processus. Ils voulaient d'un style encore plus cartoon et que le jeu passe en free-to-play. Et si Tencent voulait d'un jeu free-to-play, c'est pour y injecter un max de microtransactions. Et encore une fois, l'arrivée d'Unreal Engine 4. Epic Games ne pouvait pas se permettre de rester sur l'Unreal Engine 3, alors ils ont tout repris sur Unreal Engine 4. Et enfin, une personne qui a failli être la cause de l'annulation complète du jeu. Vous connaissez peut-être déjà l'histoire. On va parler de Rod Ferguson. Lui, il gérait la direction de la production des jeux. En gros, il s'assurait que les jeux sortaient à l'heure et qu'ils soient rentables. Pour lui, Fortnite ne passait pas certains tests et ne croyait pas du tout au projet. C'était beaucoup trop différent et inconnu. Et franchement, on peut comprendre. Pour l'époque, Fortnite c'est un ovni. Et pas l'ovni comme Jules, parce que tu sais, on m'appelle l'ovni, c'est la musique. Finalement, et heureusement, il quittera Epic en 2012 sans avoir réussi à faire annuler la production du jeu. Et dites-vous que plus tard, lorsqu'il a donné une interview, il a assuré que s'il serait resté encore un peu plus longtemps chez Epic Games, il aurait complètement annulé le projet. À ce moment, Fortnite était aussi vu comme un outil de crash test et de jeu pilote pour l'Unreal Engine 4, tout comme Gears of War l'était pour l'Unreal Engine 3. Durant l'année 2012 encore, Epic Games a racheté un studio entier, People Can Fly, un petit studio polonais. Ils ont notamment sorti Bulletstorm, un plutôt bon jeu sorti en 2011. Le studio polonais va être renommé Epic Games Poland afin d'assister l'équipe américaine. Entre 2014 et 2016, Epic a surtout réalisé de multiples alphas testés par des joueurs sous contrat de confidentialité. Ce qu'on sait, c'est que l'ambiance était vachement plus sombre et horrifique, suite à quoi Tim a demandé de rendre le jeu plus cartoon. Puis vient le moment de l'accès anticipé. Et bah ça a été un flop, voilà. Ça a été un petit flop, ouais, vraiment pas un grand succès. Faut se dire qu'à cette période, il y a un autre jeu qui concentre un giga succès, PUBG. Et donc ça a un peu éclipsé Fortnite.
Tim Sweeney tire la sonnette d'alarme. En 2 mois, il crée un mode Battle Royale pour surfer sur la hype du moment. Fortnite Battle Royale est donc né, avec une sortie le 26 septembre 2017. Tout le monde s'en empare. Tim a réussi à sauver Fortnite en 2 mois. Et ce qui s'est passé n'arrivera probablement plus jamais dans l'histoire de l'humanité. Même mon père a joué à Fortnite tellement ce jeu a touché tout le monde. Le premier jour, rien que le premier jour, c'est 1 million de joueurs en simultané. En 2 semaines, c'est 10 millions et ça ne s'arrête pas. En 1 an, 125 millions de joueurs inscrits sur Fortnite. En 2019, on passe à 250 millions de joueurs. C'est l'heure de la saison 2. Probablement l'un des systèmes économiques les plus importants du jeu vidéo arrive et complètement démocratisé par Fortnite. Le Battle Pass à 950 V-Bucks arrive. Ce qui est ingénieux, c'est que Tim, il a pas juste volé l'idée. Il a pris l'idée pour la rendre encore plus performante et satisfaisante. Autant pour les joueurs que pour Epic Games. À chaque saison, un nouveau Battle Pass arrive. Et si tu joues pas pour débloquer toutes les récompenses, t'auras aucune chance de pouvoir réobtenir ces récompenses à l'avenir. Ce qui force d'une manière indirecte les joueurs à toujours jouer. Et c'est ce qu'on appelle un dark pattern. Vous en avez déjà peut-être entendu parler avec l'application Temu, qui use de ces ruses pour vous faire acheter toujours plus. Et c'est en 2018 que Tim Sweeney lance l'Epic Games Store pour concurrencer Steam, avec une formule de fou. 88% de revenus pour les créateurs en ne prenant que 12%. C'est énorme par rapport à Steam qui eux prennent 30%. Mais il y a aussi un jeu offert par semaine. Et oui, car chaque jeudi, Epic Games offre un jeu différent pour chaque joueur. Après ça, la qualité des jeux elle est pas ouf, hein. Enfin, vous entendez pas des trucs de fou. Après, pour Noël, il y a des sacrées pépites. Par exemple, ce Noël-là, on a eu dès le premier jour Hogwarts Legacy qui était offert. Après, bon, la liste des jeux a commencé à dégringoler en termes de qualité. Car oui, aussi j'ai oublié de mentionner, mais à Noël, vous avez un jeu offert par jour. Et ce, pendant toute la période de Noël. Et c'est en 2020 que commence un procès. Un procès qui, encore aujourd'hui, laisse des grosses marques. En gros, Epic Games va introduire une manière différente de payer sur iOS, sans passer par l'Apple Store. Donc pour résumer, si je paye 1000 V-Bucks, tout l'argent reviendra à Epic Games. Et Apple ne touchera rien. Et ça, Apple, ils ont pas kiffé du tout. Ils bannissent le jeu de l'App Store instantanément. Suite à quoi, Epic Games poste directement cette vidéo. Today, we celebrate the anniversary of the Platform Unification Directives. For years, they have given us their songs, their labor, their dreams. In exchange, we have taken our tribute, our profits, our control. This power is ours and ours alone. We shall prevail. C'est littéralement une parodie de la pub d'Apple en 1984 pour promouvoir le Macintosh face aux ordinateurs IBM qui contrôlaient le marché à ce moment. Wow, comment j'ai débité là par contre. Et c'est avec cette vidéo que Epic Games va lancer le hashtag FreeFortnite. Pour en rajouter, Epic Games dépose une plainte contre Apple qui va démarrer l'un des plus grands procès de la tech de ces 10 dernières années. Et pour le coup, je pense que même Neo Techmaker sera d'accord avec moi. Tim veut que Apple ouvre l'accès à d'autres magasins alternatifs sur iOS, un peu comme Aptoide sur les téléphones Android. Finalement, Epic va perdre sa guerre face à Apple, mais pas totalement, car en Europe, une loi appelée GMA oblige Apple à autoriser les magasins alternatifs d'applications, ce qui permet à Epic de retrouver une part des joueurs Apple en Europe. Bon, et sinon, en 2023, Tim va encore réinventer le jeu Fortnite avec l'UEFN, ou Unreal Engine for Fortnite, basé sur le moteur Unreal Engine 5. Attendez, mais je vous ai pas encore parlé de ça. Annoncé au Summer Game Fest 2020, il sortira le 5 avril 2022. Et là, franchement, c'est une nouvelle fois une claque visuelle et graphique pour l'industrie du jeu vidéo. Et ce, en incluant des technologies comme le DLSS ou encore le ray tracing. Dites-vous que tellement le moteur est une dinguerie qu'il y a des films qui l'utilisent, et pas des films nuls, hein, des vraies productions, genre d'une de ses parties. Voilà, hein, c'est pas rien. Et d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos sur le cinéma, ça peut être intéressant à voir. Bref, on revient à l'UEFN, aussi appelé le Creative 2.0. Il permet de transformer Fortnite en un moteur de jeu à part entière pour créer des expériences de fou, comme Animora qui est un RPG directement créé sur Fortnite. Pour le mettre cette vidéo, on doit revenir un peu en arrière, en 2019, avec le rachat de Psyonix, je sais pas quoi. Bref, le studio derrière Rocket League. Rocket League qui viendra d'ailleurs s'installer sur Fortnite avec une sorte de spin-off nommé Rocket Racing. En 2020, c'est au tour de Mediatonic de se faire racheter par Epic Games. Mediatonic, c'est le studio derrière Fall Guys, qui est, bon, aujourd'hui c'est pas le jeu à succès qu'on avait connu. Puis le rachat de Harmonix, qui était les papas de Guitar Hero pour Fortnite Festival. Puis il y a Lego qui entre dans la danse, investissant $1 milliard dans Epic Games. Suite à quoi, on verra un mode Lego Fortnite arriver, qui a connu un sacré succès à son démarrage. Près de 10 millions de joueurs pour un mode de jeu secondaire dès les premiers jours. Avec toutes ces intégrations à Fortnite, on voit quelque chose se former. Mais pas tout de suite. D'abord, je dois vous parler de Facebook. Quel rapport avec Fortnite? Ah, attendez. Le 28 octobre 2021, Facebook lance son métavers. Certains d'entre vous voient déjà où est-ce que je vais en venir. Pour les autres, ne vous inquiétez pas, on y vient.
Facebook lance son métaverse. Mais c'est quoi un métaverse? Un métaverse, c'est un univers virtuel dans lequel des gens venus de partout peuvent interagir avec des objets numériques. Facebook a lancé ça avec son casque de réalité virtuelle nommé MetaQuest. Malheureusement pour Mark Zuckerberg, ça va bien fort. Mais à un point où Facebook va perdre 80 milliards sur le projet. Et si je vous introduis cette notion, c'est car Fortnite est un métaverse. Et j'ai bien peur qu'il fasse la même erreur. J'ai bypass un élément très présent sur Fortnite, les collaborations. Je vous ai introduit vite fait cet aspect avec Lego, mais Fortnite est probablement le jeu vidéo qui contient le plus de collaborations de la pop culture. Dans Fortnite, vous pouvez tirer sur Naruto qui porte des Crocs avec un sac à dos Skibidi Toilettes. Et ce, en incarnant Godzilla sous Air Jordan avec Nathan Drake dans votre équipe. Et c'est vraiment pas prêt de s'arrêter. En 2024, Disney pose 1,9 milliard sur la table afin de posséder 9% d'Epic Games. Et ce, pour renforcer ce métaverse à la rentabilité de rêve pour Team Sweeney et Disney bien évidemment. Et encore, il y a des rumeurs, je dis bien des rumeurs, comme quoi Disney compte racheter Epic Games à 100%. Ce qui, je pense, n'arrivera pas du tout, parce que Tencent ne va probablement jamais céder ses parts. Mais ça reste à voir. Aujourd'hui, Fortnite en est à la saison 2 du chapitre 7, et a fait un très long chemin. Bientôt 10 ans que ce Battle Royale existe et perdure malgré des phases compliquées. Et ce qui était la base de Fortnite, le mode sauver le monde, est devenu 100% gratuit. Et pour Team Epic, eh bien, c'est devenu un enchaînement de bonnes et de mauvaises nouvelles. Comme avec les licenciements, près de 1000 employés licenciés. Et pour Team, il vit sa meilleure vie, avec 5,1 milliards de dollars comme fortune estimée. Malgré tout ça, il reste lucide et pas envahi par la soif de toujours plus. Par ailleurs, il refuse catégoriquement de faire rentrer Epic Games en bourse. La suite, c'est l'Unreal Engine 6, qui n'est pas encore sorti bien évidemment, mais qui semble s'approcher de plus en plus. Aujourd'hui, Epic Games est valorisé à autour des 30 milliards de dollars. On est passé d'un enfant qui bidouillait sa tondeuse en passant par ZZT avec le changement de Potomac System à Epic Mega Games, pour arriver à la toute première version de l'Unreal Engine, le changement de nom pour Epic Games, les débuts chaotiques de Fortnite pour en arriver à un empire de plusieurs dizaines de milliards de dollars. L'histoire de Team Sweeney et d'Epic Games, c'est pas juste celle d'un riche entrepreneur de la Silicon Valley, mais celle d'un enfant qui a toujours rêvé plus grand que lui. J'espère que t'as kiffé cette vidéo, j'ai adoré la faire. C'est vraiment ma vidéo préférée de la chaîne. Si vous voulez plus de rétrospectives comme celle-là, faites-le moi savoir en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, tu peux aller voir celle-ci. Et si vous l'avez déjà vue, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. C'était GFox, ciao les amis.